ce que l'on vient de dire à l'instant, ce qu'est l'auto-épuration des eaux, à l'aide de ce schéma. Donc là, on constate que à la distance, en amont, à la distance 0, eh bien, il y a des rejets donc d'une pollution organique qui a lieu. Donc on constate qu'à cet endroit-là, la concentration de matière organique qui est donnée en unité arbitraire augmente, elle est doublée. Puis, au cours du temps, plus on s'approche de l'aval, plus la matière organique diminue. Et on constate à l'inverse que le taux de matière minérale, eh bien, plus la matière organique diminue, plus le taux de matière minérale augmente, puisqu'il y a transformation de la matière organique en matière minérale. Et ce taux augmente, jusqu'au moment où plus on s'éloigne, eh ben, il va revenir vers des valeurs initiales que l'on avait au début du graphique. Là, on ne le voit pas, puisque en effet, on n'est pas revenu au même taux de 1 en concentration en unité arbitraire concernant les sels minéraux. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir concernant l'auto-épuration des eaux? Que dans certaines conditions et à l'aide de micro-organismes tels que les bactéries, eh bien, les eaux sont capables naturellement de dégrader la matière organique en matière minérale. C'est ce que nous avions vu précédemment. Chaque milieu présente une capacité à l'auto-épuration, d'accord? C'est-à-dire que tous les milieux d'eau ne sont pas égaux concernant l'auto-épuration. Évidemment, l'auto-épuration est d'autant plus efficace si la pollution est faible. Pourquoi? Parce qu'il y a une limite à l'auto-épuration. Au-delà d'une certaine valeur de pollution, eh bien, l'auto-épuration ne sera pas suffisante et l'eau restera polluée. Donc, la pollution ne doit pas se dépasser un certain seuil, c'est ce que je viens de dire. Au-delà de ce seuil, l'équilibre est rompu, le milieu se dégrade, donc il y a une cascade de dégradation, et la pollution peut finir par provoquer l'eutrophisation dont nous avons parlé. Si eutrophisation il y a, eh bien, il y a un manque de lumière pour les végétaux qui sont en dessous de la surface. S'il y a moins de lumière, ils ne peuvent pas faire la photosynthèse, donc moins de dioxygène dans l'eau. S'il y a moins de dioxygène dans l'eau, cela entraîne la mort des espèces aquatiques qui, bien sûr, ont besoin du dioxygène pour respirer. Donc, en bilan, ce qu'il faut retenir, c'est ceci, en plus de tout ce qu'on vient de dire, c'est que les réservoirs souterrains et superficiels sont sensibles aux pollutions biologiques ou chimiques, telles que les nitrates, les pesticides, les radionucléides. Et en grand C, nous allons voir la protection et le traitement des eaux. Alors, pour voir la protection et le traitement des eaux que réalise l'homme, je vous invite à consulter la partie polycopiée de première ES, c'est le grand C, où il vous faut relire donc l'intégralité de ce polycopié, il est en deux parties, recto et verso, pour bien comprendre les différentes étapes de l'auto-épuration des traitements que fait subir l'homme à l'eau pour la rendre potable au sein des stations d'épuration. Donc le bilan du grand C serait la protection des réservoirs et un traitement des eaux usées sont indispensables. Donc il y a deux étapes. Essayer de protéger les réservoirs et en plus, bien sûr, traiter les eaux usées. Les matières organiques polluantes peuvent être dégradées sous l'action de micro-organismes. Donc entre autres, on utilise des micro-organismes pour réaliser le traitement des eaux usées. C'est ce que je viens de dire, donc je passe pour en arriver au schéma bilan, normalement. Le voici. Donc l'indispensable gestion des ressources en eau. Donc déjà, il y a deux types de gestion, la gestion quantitative et la gestion qualitative. Dans la gestion quantitative, il faut faire attention à l'augmentation des prélèvements d'eau pour la consommation des ménages, les besoins de l'industrie, l'irrigation des terres agricoles. Donc là, en fait, on revient sur tout ce que l'on a vu sur cette partie du cours. De plus, l'utilisation des eaux, plus on augmente l'utilisation des eaux, plus on risque d'épuiser cette ressource en eau potable, et cela risque de passer par l'assèchement des rivières en période d'étiage et l'épuisement des nappes souterraines. Et évidemment, il faut faire un effort qui est nécessaire à la gestion, c'est-à-dire surveiller les débits et les niveaux piézométriques pour prendre des mesures de coupure d'eau si nécessaire. Et ensuite, la deuxième partie, c'est la gestion de la qualité de l'eau, donc d'abord la quantité puis de la qualité, sachant que l'eau est soumise à des pollutions variées telles que les pollutions d'origine biologique,
matière organique, germes microbiens, etc. Mais également des pollutions chimiques telles que les nitrates et les pesticides que l'on utilise dans les engrais azotés pour nos cultures. Et à ces pollutions, il faut trouver des solutions adaptées, comme pratiquer des périmètres de protection autour des captages d'eau, et également développer des stations d'épuration des eaux usées. Ça, c'est ce que l'on peut faire au niveau de l'eau directement, mais également pour éviter de la polluer, il faut essayer de fertiliser de façon raisonnable les terres agricoles et essayer d'utiliser des pesticides qui sont biodégradables de manière à aider donc la transformation de cette matière organique qui pollue l'eau en matière minérale.